Donc, je reviens sur les images que j'ai importées. Je vais ici en copier une et aller la coller, cette fois-ci, par-dessus le texte. Voilà, elle est flottante, elle n'est pas intégrée, elle n'est pas ancrée au texte. Donc, une possibilité, bien sûr, pour les images, c'est aussi de les mettre en habillage. Donc, l'image est superposée au texte et à partir de là, ça vaudrait la peine de faire un calque rien que pour ce genre d'image. Donc, menu fenêtre, calque. On va faire un calque qui va s'appeler image flottante. Donc, peut-être que le premier calque ici, je vais double-cliquer sur le calque pour changer son nom. Je vais l'appeler body text. C'est le texte principal qui est sur ce calque. Et puis, je vais créer un autre calque en cliquant sur l'icône du signe plus. Et là, je vais l'appeler image flottante. Flottante, idiot. Voilà. Voilà. Donc, actuellement, l'image qui est sélectionnée là, qui flotte au-dessus du texte, elle est sur le calque body text. Donc, c'est comme dans Illustrator, pour transférer un élément sélectionné d'un calque à l'autre, on prend le petit carré et on le transfère d'un calque à l'autre. Et voilà, l'image est sur le calque image flottante maintenant. D'ailleurs, les vecteurs sont rouges pour vous l'indiquer, puisque c'est la couleur des vecteurs de ce calque. Et alors, vous avez l'habillage de texte, menu, fenêtre, habillage de texte, où vous allez pouvoir, dans la palette habillage de texte, enclencher la deuxième icône pour que cette image repousse le texte. Donc, on voit, sans habillage, le texte est derrière. Avec habillage, le texte est repoussé. Et en cassant la chaîne ici, je vais pouvoir indiquer qu'il y a une marge d'habillage. Vous la voyez qui apparaît là, sur le dessus, pour repousser le texte un peu plus. Et sur le bas aussi, éventuellement, une marge d'habillage, voilà. Donc cette image peut être placée où on veut. Par rapport aux autres images qui sont ancrées dans le texte, cette image-là, par contre, restera toujours à l'endroit où je la mets. Elle ne va pas voyager d'une colonne à l'autre, d'une page à l'autre, en fonction du texte que j'ajoute ou que je supprime. Elle va rester là. Vous voyez la différence par rapport aux images ancrées qu'on a faites juste avant. Alors, pour pouvoir faire ça sur d'autres images, il faut enregistrer le style. Mais style de quoi? Ben oui, il n'y a pas de paragraphe ici. Elle ne repose pas sur un paragraphe. Ça va être un style d'objet. Bon, on va aller chercher la palette des styles d'objets. Menu fenêtre, style, style d'objet. Menu fenêtre, style, style d'objet. En ayant l'image qui est sélectionnée, le bloc en tout cas qui contient l'image, pas l'image à l'intérieur, mais le bloc, on va demander dans la palette style d'objet de faire un nouveau style d'objet. Et là, je vais l'appeler image qui habille. Habiller, ça veut dire repousser le texte. OK. Ah oui, et j'ai oublié de cocher l'option appliquer le style à la sélection. Donc, tant que j'y suis, je vais attribuer à ce bloc le style qu'il vient de créer. Voilà, image qui habille. Ça va permettre d'aller chercher une autre image éventuellement. Je vais faire ici une sélection, copier, puis je vais retourner
sur la page ici éventuellement. Je vais coller. Voilà. Donc l'image est par-dessus le texte, ça se voit. Mais je vais maintenant enclencher le style d'objet pendant que le bloc image est sélectionné là. Image qui habille. Et voilà. Et je la positionne à peu près sur la colonne. Et c'est bon. Donc, vous n'allez pas devoir reparamétrer pour chaque image l'habillage avec la marge, etc. Vous avez un style qui intègre les caractéristiques de l'objet. Et ça, c'est intéressant. Et encore une fois, ces images, elles vont rester au même endroit. Si il me prend l'envie ici de sélectionner certains mots, copier, et puis je colle une fois, deux fois, j'ajoute du texte. Vous voyez que j'ajoute du texte. À un certain moment, les images ancrées dans le texte bougent. Par contre, mes deux images que j'ai posées là au-dessus, elles ne bougent pas. Voilà, finalement, j'ai collé tellement de texte qu'il n'y a plus que les deux flottantes qui sont là, et les suivantes, elles sont passées à la page suivante. Voilà. Bon, je vais annuler le collage, mais vous avez compris le principe. Hein. Voilà, j'annule plusieurs fois. Commande Z. Commande majuscule Z pour rétablir maintenant, parce que je suis allé trop loin en arrière. Voilà. Parfait. Bon, mettre les images comme ça, flottantes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que ça ressemble très fort à une image que j'ai ancrée. Ça, c'est les flottantes, ça, c'est les images ancrées, donc on ne voit même pas la différence, donc ça n'a pas d'intérêt de les mettre comme ça. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est ceci. Si vous prenez une image et que vous la mettez plus grande avec l'outil de transformation manuelle, ça va amener quand même un peu de variété dans la mise en page avec la touche Shift. Voilà. Je peux même, dans ce cas-ci, vu que quand même, il ne faut pas que ça déborde, hein, je vous rappelle que si j'enclenche là l'aperçu, on va voir que ça ne ressemble à rien du tout. Elle va occuper plutôt deux colonnes qu'une, celle-là, si je la mets aussi grande que ça. Donc, je vais la déplacer pour qu'elle occupe deux colonnes. Voilà. Outil de transformation manuelle avec la touche Shift. Et je peux donc mettre une image qui déborde éventuellement même un peu de la page pour que, au final, à l'impression, l'image aille jusqu'au bord. Pourquoi pas? Et donc voilà, on peut avoir comme ça une image qui habille, qui est comme ça. C'est sympa. Alors de plus en plus, on voit le retour aux images avec un bord blanc comme ça dans les magazines. C'est un style un peu portfolio, un peu portfolio magazine, portfolio mannequinat, d'avoir des bords blancs comme ça. On a souvent dit en mise en page qu'il fallait faire aller les images et les blocs couleurs jusqu'au bord des pages, mais on voit dernièrement cette tendance au magazine avec des cadres. Je vais vous montrer. On va enregistrer le document. Donc ici, dans Bing, j'ai juste tapé ceci, Fashion Magazine Layout. Layout, c'est la mise en page. Page Layout, ça veut dire mise en page en anglais. Et je regarde un peu. Voilà, par exemple, celle-ci. C'est vraiment au hasard. Hein. Voyons un peu ce que ça dit si je tente de l'ouvrir en grand. Ben voilà, on a justement ce dont je vous parlais, qui normalement était considéré comme des mises en page foireuses avant. Eh bien maintenant, c'est tendance.
de mettre un bord comme ça, de mettre l'image qui va jusqu'à la marge, mais pas jusqu'au bord de la page. Elle n'est pas en fond perdu. Elle ne continue pas au-delà un peu des limites de la page. Bien sûr, vous avez des mises en page foireuses, comme ça. Ça, c'est des magazines bas de gamme. C'est la foire, pour ne pas utiliser un mot plus vulgaire. Clairement, c'est pour les ados. Mais c'est intéressant quand même. Ça peut être un style qu'on appelle le style un peu fanzine, donc magazine un peu artisanal. Et c'est vraiment l'impression qu'on a ici avec la découpe, comme si on avait découpé au ciseau, sauf que ça a été certainement fait dans Photoshop, la découpe comme ça, ou dans InDesign d'ailleurs. Et donc, attention, j'ai tendance, quand je découvre ça, à dire que c'est foireux, mais ça peut être un style pour se démarquer de la concurrence, le style un peu fanzine. Donc, quand on parle du style fanzine, on fait référence aux magazines qui existaient dans les années 80, quand, avant que les ordinateurs permettent de faire de la mise en page, on faisait des découpes de photos, on tapait sur une machine à écrire, on découpait ce qu'on avait tapé, on arrangeait ça sur du papier, sur des pages, on photocopiait. Voilà, c'est le fanzine. Voilà, j'ai juste tapé fanzine ici et vous voyez un peu le genre de mise en page, en fait, dont on parle, très artisanal. Oui, contre-culture, justement, c'est le nom du fanzine. Tiré en très peu d'exemplaires. C'est l'idée. Et donc, de nos jours, on peut essayer de recréer ça dans InDesign pour se démarquer. C'est un genre de mise en page qui existe. Ouais, voilà, genre de fanzine qui ressemble un peu à ce qu'on fait dans les écoles, ce qu'on faisait dans les écoles, les petites publications qu'on vendait dans la cour de récréation. Enfin, vous voyez le genre. Donc attention, quand on voit des mises en page un peu foireuses, c'est peut-être un style et il y a peut-être une clientèle, il y a peut-être une niche de clients pour ça. Oui, ça rejoint un peu le scrapbooking parce qu'en effet, on peut coller des choses et les photocopier. Oui, scrapbooking, mixed media, oui. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de naturel, artisanal, moins industriel, moins structuré que les magazines qu'on voit d'habitude. Donc voilà le genre de magazine plus traditionnel, bien qu'il y a cette nouvelle tendance de mettre des bords blancs. Et alors, ce que vous remarquez surtout, c'est l'interlignage qui est important. Même pour le corps du texte, un interlignage très important, ce qui donne un côté aéré, agréable à lire. Waouh, on a une virgule qui commence une phrase où je rêve. C'est dingue. Non, ça ne doit pas arriver parce que normalement, on ne met pas d'espace entre les mots et les virgules, donc la virgule doit toujours être attachée naturellement au mot qui le précède. Donc là, comme on dit en wallon, il y a une sakwekin van WC. Voilà d'autres exemples avec des interlignages très grands. C'est typique des magazines de mode. Si j'avais pris d'autres types de magazines, j'aurais peut-être pas ce genre de choses. C'est pour donner un côté haut de gamme. Ah, mais tiens, voilà quelque chose qui est un peu plus bas de gamme au niveau du public cible. Et l'interlignage est un peu moins important, quoiqu'il est quand même plus grand que l'interlignage 120% de la taille du caractère. On a des gros problèmes de
justification des grands espaces comme ça, la justification n'a pas été réglée comme il faut. Bon, quoi qu'il en soit, dans notre document, on a également du corps du texte avec un espacement assez important. Si on va dans la palette texte, caractère et qu'on clique sur le corps du texte, voilà. OK. Alors ici, le texte n'est pas justifié, il est aligné à gauche. Anciennement, c'est ce qu'on faisait typiquement pour les magazines loisirs, c'était toujours aligné à gauche. Et le texte justifié, on gardait ça pour les documents plus sérieux, pour donner un côté institutionnel. Donc, vous voyez, justifié, ça veut dire coller à gauche et à droite. Mais, comme vous avez pu le voir sur les différents exemples que je vous ai montrés, on a maintenant quasiment systématiquement du texte justifié. C'est une influence des États-Unis qui, depuis longtemps, dans les magazines, font du texte justifié, alors qu'en Europe, on avait du texte en drapeau dans les magazines. Mais là, on a maintenant de plus en plus du texte justifié. Pourquoi? C'est une tendance, c'est comme ça. Les choses changent. Donc je pense que si vous voulez faire une publication qui a l'air plus sincère, plus authentique, du texte en drapeau comme ceci, ça peut être intéressant. Alors que si on justifie, si on fait coller de chaque côté, ça devient rigide, ça devient plus industriel, institutionnel. Donc, qu'est-ce qui est le mieux, en drapeau ou justifié? Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire passer comme sentiment. Et ça se décide au moment, si on fait un magazine, ça se décide au moment où on conçoit la maquette du magazine et ça va être valable pour quelques années jusqu'à la refonte du magazine. Ceci dit, voilà, notre document ici n'est pas un magazine, c'est un document en flux continu, mais malgré tout, voilà, les considérations de texte agréable à lire, ça peut quand même importer. Avez-vous des questions là-dessus? Pas de questions? Est-ce que l'image ici est bien sur le bon calque, la grande que j'ai mise? Parce que je pense ne pas devoir trop vérifier si elle était arrivée sur le bon calque. C'est pas très grave, elle n'est pas sur le bon calque. C'est pas très grave. Mais voilà, je vais la mettre sur le calque image flottante. Comme ça, en enlevant l'œil en face d'image flottante, je vois tout de suite où sont les images flottantes, il n'y a pas de problème. Donc, c'est l'idée des calques, c'est de séparer des éléments qui sont de nature différente pour pouvoir avoir accès facilement à l'un et l'autre, facilement verrouiller un des calques pour avoir accès au reste. Voilà, c'est l'idée. Voilà. Donc, différentes manières de faire les choses. Et là, je vais verrouiller le calque. Non, je ne vais pas verrouiller les calques, puisque le calque ici, l'image ici est sur le calque body text. Donc, je vais la copier, verrouiller le calque body text, indiquer que je travaille sur image flottante, et puis je vais aller sur une des pages suivantes, coller. Impossible de coller. OK. Vous avez vu ça? Très intéressant. Vous avez... Faites-le. Donc, en déverrouillant les deux calques, on sélectionne l'image qui est sur le calque body text, on la copie, édition copier, on verrouille body text, on indique qu'on travaille sur image flottante, on va sur la page et on veut coller l'image sur le calque image flottante et ça ne fonctionne pas. Il y a un message impossible de coller ou d'importer sur des calques verrouillés ou masqués. Il n'est pas verrouillé ou masqué. Bon,
Ça fonctionne chez vous, super. Je vais vous montrer pourquoi chez moi ça ne fonctionne pas. C'est très intéressant. C'est une fonctionnalité dans le menu de la palette des calques, une fonctionnalité qui s'appelle coller selon les calques. On a ça également dans Illustrator. C'est quand on copie-colle des éléments d'un document à l'autre, ils arrivent sur le calque qu'ils occupaient dans le document d'origine, vous voyez. Et si dans le document dans lequel je colle, le calque n'existe pas, il le crée. Et donc là, ce qui se passe, c'est que l'image chez moi, d'abord vérifiez chez vous, est-ce que c'était enclenché? À mon avis, non, puisque ça fonctionnait chez vous, le copier-coller. Le copier-coller. C'est pas enclenché chez vous, coller selon les calques dans le menu de la palette des calques, vous me confirmez? Ouais. Non. Mais chez moi, c'est enclenché parce que c'est très intéressant parfois de l'enclencher. Donc, que ce soit dans InDesign ou Illustrator, en fonction de ce qu'on veut faire, on enclenche ou pas cette fonction. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il essaye de coller sur le calque body text, mais il est verrouillé. Donc, je vais désactiver cette option et là, il va le coller tout simplement. Si c'est désactivé, voilà, il n'y a pas d'activé en face, il va le coller simplement sur le calque qui est activé. Voilà. Édition collée et ça marche. Retenez ça parce que c'est vraiment utile, le copier-coller. Et très utile aussi dans Illustrator. Le coller selon les calques, à enclencher ou pas, selon ce qu'on veut faire. Voilà, ici sur cette image, je vais enclencher le style d'objet que j'ai mis au point. Ok, la palette style d'objet est là. Le style d'objet, est-ce que je suis bien en train de sélectionner le bloc qui contient l'image? Oui. Image qui habille, voilà. Et je vais tenter d'agrandir cette image sur le dessus avec l'outil de transformation manuelle. Donc voilà, tout est possible. C'est peut-être pas l'image idéale pour faire ça. Voilà. Et je vais peut-être donc avec l'outil flèche noire maintenant recadrer par le bas. Voilà. Donc si j'enclenche la visualisation aperçue, voilà ce que ça donne à l'impression. Là, l'image va jusqu'au bord de la page. Faites bien attention, il faut, quand vous faites ça, la faire déborder pour créer le fond perdu. Pour que, voilà, l'imprimeur, il va imprimer sur des feuilles, pour simplifier l'explication, des feuilles plus grandes que le format final, et puis il va couper. C'est le seul moyen d'avoir des images ou des blocs couleurs qui vont jusqu'au bord des pages. C'est de faire déborder. Il imprime un peu plus que ce qu'il faut, 3 mm en fait. Même si vous avez fait déborder de plus de 3 mm, ça va être que 3 mm qui va être imprimé en trop. Et puis il va rogner au bon format, là où il y a la ligne noire, le bord de la page. Enfin, c'est le principe du fond perdu, quoi. Vous connaissez le fond perdu, on en a déjà parlé. Faites en sorte qu'une image aille jusqu'au bord de la page comme ça. C'est bien. Jusqu'au bord et au-delà, vous voyez, le format. Donc, par rapport au bord de la page, l'image est au-delà. Donc, le fond perdu, qu'on appelle en anglais le bleed, c'est le principe qui est montré ici quand je fais une recherche Bing. J'ai plein d'exemples qui tentent de vous expliquer ce qu'est le fond perdu. Et si vous imprimez chez des imprimeurs en ligne, si vous faites imprimer chez un imprimeur où vous devez envoyer vos fichiers par Internet et puis vous recevez les impressions par la poste, ils vous expliquent bien ça dans leur tuto, le fond perdu. Voilà, sur le coin de l'impression, en fait,
le format de page est imprimé sur une feuille plus grande que nécessaire et vous avez les traits de coupe. C'est grâce à ça que l'encre ira jusqu'au bord de la page. C'est grâce aux traits de coupe. Donc, on imprime 3 mm de trop de l'encre sur le papier et puis on coupe. Il y a plein d'endroits où on vous explique ça. C'est très connu en impression, le fond perdu. C'est une des bases. Voilà, un autre document que j'ai trouvé ici, voilà. Justement, ça parle spécifiquement de ça. Où on vous montre que pour avoir une photo ou une page de magazine ou d'impression, voilà, qui va jusqu'au bord de la feuille, le seul moyen, c'est d'imprimer sur une feuille plus grande en faisant un peu déborder. Et puis on recoupe. Là où ils ont mis les traits en pointillés, c'est les traits, c'est la coupe. Il n'y a pas de machine, sauf certaines photocopieuses couleurs particulières, mais c'est plutôt rare. Il y a peu de machines qui impriment jusqu'au bord de la feuille. Le principe, c'est qu'on imprime sur des feuilles plus grandes et on rogne, on coupe. On va faire l'exportation de cette page-là. Comme ça, vous allez voir. Parce qu'à l'imprimeur, on donne un PDF. Alors, cette page-là, c'est laquelle? Parce qu'il n'y a pas les numéros. On n'a pas mis le numéro dans les gabarits. C'est la 4. OK, on va faire une exportation la 4, comme ça, vous allez comprendre. Vous êtes bien sur la 4. Vous avez bien mis la feuille, l'image qui déborde au-delà des limites de la page. Vous l'avez bien mise sur la page 4. OK, on y va. Fichier exporter. Donc, on va faire un PDF pour l'impression. Donc, à l'imprimeur, vous ne devez pas envoyer votre dossier InDesign. Vous lui envoyez un PDF. Vous cliquez sur Enregistrer. Vous avez le paramétrage du PDF. L'imprimeur vous dira d'inscrire ici une norme d'impression et vous dira laquelle. Ensuite, il faudra aller vérifier différentes choses. Je ne vais pas parler ici de la résolution, mais c'est ici qu'on va parler du fond perdu. Vous allez cocher dans repères et fonds perdus tous les repères d'impression. Et vous allez retrouver ce qu'on voyait là dans une des pages précédentes. Si j'essaye de retrouver ça, voilà. Les traits de coupe. Donc, il va falloir absolument ici indiquer une valeur de fond perdu de 3 mm. Vous ne cochez surtout pas ça, parce que nous n'avons pas réglé le fond perdu dans le document. Donc, si vous cochez ça, vous aurez 0, vous n'aurez pas de fond perdu, ça ne va pas déborder dans le PDF. Donc, pas coché. On le fait au moment de l'exportation du PDF ici, parce qu'on n'a pas déterminé ça dans le document avant. Bien, ici, en principe, à sortie, vous devez indiquer convertir vers la destination. Si c'est pour imprimer sur une imprimante jet d'encre, la destination, ça va être soit le profil colorimétrique de l'imprimante, soit un profil standard. Alors, on a quelque part ici le sRGB, certainement, qui doit être quelque part, mais je ne le vois pas là tout de suite. Le sRGB serait un bon choix. OK, il n'y est pas. C'est pas grave. On va faire une exportation vers le profil de presse que l'imprimeur vous indiquera en fonction du papier sur lequel vous avez choisi d'imprimer. Voilà, du papier
graineux ou du papier lisse, ben, ça va influencer le rendu des encres et donc il faut absolument ici faire la conversion des images RVB du document vers le CMJN que l'imprimeur vous indique. Si vous dites que vous avez choisi du papier graineux qui correspond à la norme FOGRA 27, ben vous choisissez FOGRA 27 ici. Et ça va créer les quantités d'encre nécessaires. Les images vont être converties de RVB vers CMJN dans le PDF. Si c'est du papier lisse, il va peut-être vous dire que c'est FOGRA 39. Il va peut-être aussi vous donner un autre profil, ISO, coated par exemple, ISO uncoated, etc. Tiens, ça c'est pour du papier jaunâtre. Ben oui, forcément, si le papier est jaunâtre, la quantité d'encre va devoir compenser le fait que le papier est jaunâtre avec plus de bleu, plus de cyan en fait, plus de magenta, pour que vos photos ne soient pas jaunâtres. Vous comprenez un peu l'idée? Bon, donc, allez, on va faire FOGRA 39, c'est un standard quand même, voilà, et on va exporter. Alors attention, dans Général, ici, ce serait bien pour que ce soit automatique de demander d'afficher le PDF après exportation. Alors là, je vous ai fait la version hyper courte. Et alors attention, on avait dit qu'on allait ici dans Général exporter seulement la 4 parce qu'on veut juste voir la 4 exportée. Dans ce cas-ci, étendue 4. Afficher le PDF après exportation. On clique sur exporter. Oui, il dit qu'il y a du texte en excès sur la page 4, c'est pas grave, puisqu'on ne va pas vraiment imprimer. Et alors, ça va peut-être bien s'ouvrir dans Acrobat. Si votre ordinateur est réglé pour que les PDF s'ouvrent dans Acrobat quand on double-clique sur eux, ça va peut-être bien s'ouvrir dans Acrobat. Mais peut-être que ça s'ouvre dans Aperçu aussi. Le logiciel Aperçu du Mac. OK. Là, il faudra forcer à l'ouvrir dans Acrobat en déplaçant l'icône du PDF vers le logiciel Acrobat, vers l'icône du logiciel Acrobat, ou faire ce que j'ai fait tout à l'heure, clic droit sur le fichier PDF, lire les informations, déterminer avec quoi ça doit s'ouvrir les PDF, cliquez sur tout modifier, et là, vos PDF, si vous avez indiqué que ça doit s'ouvrir avec Acrobat, ils s'ouvriront avec Acrobat. Est-ce que vous arrivez à zoomer en arrière et à voir un peu? Donc là, on a les traits de coupe. Ça va être coupé, toute la ligne là, ça va être coupé. Voilà, là aussi, et c'est le seul moyen d'avoir donc les images qui vont jusqu'au bord de la feuille. On imprime sur une feuille plus grande. Donc, toutes les bizarreries qui sont là sont en dehors de l'impression. Ce sont des informations qui sont en dehors de l'impression. Voilà.